Bon, je vous la refais une dernière fois. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo du comptoir de la pop culture. Aujourd'hui je suis vraiment très content, vous savez pourquoi? Parce qu'on se retrouve pour parler de Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse qui était sorti en 2018, qui était un film d'animation qui moi m'avait marqué énormément. Et donc là j'ai pu voir le deuxième opus et je vais vous livrer mon avis directement dessus. Juste avant, petit rappel sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder les dernières vidéos qui se consacrent à Zelda notamment, où je suis revenu sur Breath of the Wild, les premiers avis sur Tears of the Kingdom. Pour information, je continue d'y jouer, c'est un truc de malade. Je vais revenir dessus pour vous donner un avis un petit peu plus complet, je pense. Donc surveillez bien ça peut-être dans les jours ou semaines qui vont arriver. Et en attendant, n'oubliez pas bien sûr de cocher la cloche, de suivre la chaîne sur les réseaux, vous connaissez la musique. Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est vraiment un film qui m'avait marqué en 2018. Pourquoi? Parce que c'était un film qui était fait avec beaucoup d'amour, qui respectait le matériel d'origine et qui se réinventait. Donc la figure de Spider-Man qui existe depuis des dizaines d'années a été vraiment mise sur le devant de la scène avec les films notamment du début des années 2000. C'est là où elle a encore plus explosé, on va dire. Mais c'est vrai qu'après c'est un petit peu, on va pas dire tombé en désuétude, mais il y a eu une petite baisse de régime et de qualité jusqu'aux films du MCU qui ont difficilement su maintenir le cap malgré des très bons chiffres, on va dire, au box-office. Mais voilà, ça fait pas tout en termes de qualité créative. C'est pour ça que ce film, moi, il m'avait marqué par son style vraiment assez unique et la réinvention qu'il y avait avec le personnage de Miles Morales qui prenait la relève de Spider-Man, tout en intégrant les thématiques fortes à Spider-Man, c'est-à-dire la responsabilité, la famille, etc. Là, plusieurs années plus tard, on est quand même 5 ans après, on se retrouve donc avec cette suite. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais vous expliquer rapidement le pitch, vous donner mon avis, et après partir sur une petite réflexion, chose qui m'intéressera beaucoup plus. Donc on fait suite aux événements du premier film, on est à peu près 1 an après, Miles suit sa petite route, donc pour rappel, le Peter Parker d'origine est mort, et lui il a pu vivre une aventure avec plusieurs Spider-Man de mondes parallèles qu'il a pu renvoyer chez lui. Mais il est face à ses responsabilités, il doit jongler entre sa vie personnelle, sa vie au lycée, les méchants qui le suivent, bref, en fait on connaît un peu la musique, mais voilà, on est un petit peu dans ce bain-là. Le film dure 2h20, il faut le savoir, et initialement il était chapitré Part 1, et il devait y avoir un Across the Spider-Verse Part 2 en 2024. Finalement, celui d'après s'appelle Beyond the Spider-Verse, mais ce que je veux vous dire c'est que c'est un duo de films, donc en fait il n'y aura pas de finalité à la fin de celui-ci, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc le film va bien exposer ses enjeux, présenter les choses, et rapidement, on va retrouver le personnage de Gwen Stacy, qui fait donc Spider-Woman, Spider-Gwen pour les intimes, qui revient de son univers, et qui va revoir Miles pour essayer de contrecarrer une espèce de puissance, alors je vais pas trop en dire, mais une espèce de puissance malveillante qui pourrait perturber tout le multivers. Donc là on touche un petit peu aux thématiques qu'on a vues pour No Way Home, pour ceux qui bien évidemment ont dû le voir aussi. Donc Miles va devoir parcourir un petit peu plusieurs univers comme ça, alors que dans le précédent film il restait dans son univers. On va rencontrer le Spider-Man 2099 qui chapeaute un petit peu toute cette organisation. On va voir que les choses sont pas aussi clean, et petit à petit on aura des révélations qui vont être de plus en plus importantes et qui vont nous faire tenir en haleine. Mon avis sur le film est fantastique. Enfin, c'est vraiment une tuerie monumentale. J'ai pris 2h20 d'images folles dans les yeux parce que visuellement, c'est juste une maestria. C'est une orgie, on se gave de créativité, que ce soit dans les plans, dans la mise en scène, dans la façon de montrer les personnages, comment est-ce qu'ils bougent, comment ils sont articulés, la couleur, les styles. On avait déjà ça dans le premier, l'inspiration BD, casse BD, vous savez, avec les petites ombres qui sont faites avec des petits points, comme pour économiser l'encre sur les pages de BD. On reprend ce style-là, on a des petites notes qui apparaissent en bas de page comme en BD, on a ce style-là, mais en même temps on part sur des styles totalement différents. Bref, on s'éclate vraiment. On a une super histoire aussi qui est vraiment bien articulé, ça reste du classique, comme je vous l'ai dit, l'histoire de responsabilité, etc. Mais on a des focus qui sont plus mis sur la parentalité, par exemple, la relation entre Miles et ses parents. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est forcément important à suivre. Si on est enfant, on va s'identifier plus à Miles, enfin ado, et en tant que parent, comme moi, forcément, l'identification, elle se fait plus du côté des parents qui vont un petit peu avoir peur de son enfant qui part, qui fait des trucs bizarres. Là aussi vous connaissez la musique. Et donc c'est ce que je retiens, mais c'est ce que j'aime chez Spider-Man, qui est mon personnage préféré de l'écurie Marvel. Bon, c'est pas original, hein, mais c'est toute cette accroche émotive qu'on va avoir par rapport au personnage, qui va tisser ses relations, qui va voyager dans d'autres dimensions, et qui va apprendre sur lui-même, qui va grandir. C'est des choses classiques, effectivement, qu'on voit dans plein de films, mais en fait quand c'est bien fait, ça marche encore plus. Et souvent, de toute façon, les histoires les plus simples,
c'est souvent les meilleures quand elles sont bien racontées en tout cas. Ça sert à rien de faire un truc inutilement compliqué, surtout qu'il y a moyen un petit peu, enfin, ça devient un tout petit peu compliqué quand même à certains moments, avec les mélanges de multivers, etc. Moi j'étais avec ma fille de 8 ans, elle n'a pas tout capté, toutes les subtilités, parce qu'il faut comprendre des fois qu'on est sur plusieurs terres en même temps, mais voilà, si vous êtes habitué à ce vocabulaire, cette grammaire un petit peu de fer, ça devrait aller normalement. Alors au rayon des griefs, on peut peut-être dire que le film a quelques petites longueurs. Le film est vraiment... veut vraiment nous rassurer pour bien qu'on comprenne les enjeux, qu'on comprenne la relation entre les personnages, et des fois il va peut-être un petit peu trop loin. Ça manque peut-être des fois un petit peu de subtilité. Je vais pas dire qu'on s'endort presque, mais peut-être que si on avait cuté une ou deux scènes, ça serait bien passé. Mais au moins on est sûr que tout le monde est sur le même niveau. Et en même temps, encore une fois, on est dans une... C'est pas un film d'exposition, mais presque, qui prépare la suite qui, elle, s'annonce, je pense, complètement dingue. Quelques longueurs ok, mais pas non plus au point de partir du cinéma. Parce que moi j'ai vu un truc de fou, j'ai vu 2 nanas qui sont parties au bout de 20 minutes de film. Je me suis dit mais c'est pas possible. Ok, c'était des ados je pense. Je suis d'accord que quelque chose de long ça peut être ennuyeux, mais à un moment faut essayer de, des fois prendre son temps. Et je pense qu'aujourd'hui il y a une génération, alors peut-être à vous de voir, pas tout le monde, hein, je vais pas faire le vieux râleur, hein, mais je pense qu'il y a vraiment des personnes qui aujourd'hui ne peuvent plus attendre quoi. À une époque où on a tout de manière instantanée et rapide, on peut plus prendre son temps pour certaines personnes, et là partir au bout de 20 minutes de film, parce que peut-être il y a un petit peu de longueur après une première scène d'action, ça m'inquiète un peu. On arrive à la partie réflexion qui, vous le savez si vous suivez la chaîne, est la partie qui m'intéresse toujours le plus. Là j'avais vraiment envie de me demander comment sublimer une œuvre. Comment est-ce qu'on peut arriver, quand on a fait une œuvre culte comme le premier film, comment aller au-delà, comment faire mieux, comment faire plus. Surtout que les réalisateurs ne sont plus les mêmes. Donc je vous ai dit, mon premier film, l'ingrédient principal, en plus du talent, de la rigueur et de la créativité, c'était l'amour. Là, on change de réalisateur, il y a 3 réalisateurs à la tête, 2 scénaristes, c'est plus les mêmes. Il y en a certains qui ont bossé dessus, mais voilà, c'est plus les mêmes têtes pensantes. J'avais vraiment peur. Je me disais, c'est pas possible. On sait ce que ça donne, ce genre de projet, quand le réal principal, quand le visionnaire n'est plus là. On l'a eu avec des films comme Justice League où Zack Snyder était parti. Enfin voilà, ça faisait peur. Une œuvre culte, elle marque parce qu'elle fonctionne dans le temps. On va se souvenir de ce qu'il y a eu. Ça laisse une empreinte indélébile. Ça va être difficile de la surpasser. Il y a plusieurs possibilités. Soit on refait la même chose, en modifiant un tout petit peu, ou soit on part dans une direction totalement différente, soit on se plante totalement. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Et ici, déjà, il fallait sortir ce qu'était l'ADN, en fait, je pense, de ce premier volet Into the Spider-Verse. L'ADN principal, c'était vraiment le côté visuel. Et je peux vous dire que le côté visuel, il est transcendé dans ce film-là. On se lâche totalement. Autant dans le premier, on était presque sur on tentait des choses rapidement avec Spider-Cochon, d'autres personnages. Là, on va beaucoup plus loin en style graphique. On va beaucoup plus loin entre cohérence entre le style graphique et ce que le film veut nous raconter. Je vais pas vous spoiler, mais vraiment, on n'est pas dans un style unique. On va voyager à travers différents univers, et les univers seront très différents. Juste pour vous donner juste un exemple assez simple, celui de Gwen Stacy. Dans celui de Gwen, vous avez des couleurs un petit peu pastel, et en fait, je me suis aperçu que les couleurs changeaient des fois, vraiment, les personnages avaient une tête toute mauve, un peu comme Thanos et tout, alors que des fois, ils avaient leur couleur habituelle. Pareil, sur les murs, il y avait des couleurs qui se faisaient, et en fait, les émotions sont retranscrites à travers les couleurs de ce monde-là. C'est fait vraiment de manière subtile, c'est pas l'univers qui tranche le plus, mais quand on se rend compte de ça, on se dit que c'est vraiment une idée géniale. Et des idées comme ça, vous en avez tout le temps. Donc déjà, on reprend un élément, le style visuel, et on le pousse à fond dans ces derniers retranchements avec des artistes vraiment de talent. On a vraiment l'impression de voyager dans des peintures quand on regarde le film. C'est un vrai régal, ça fourmille de détails, et c'est juste dingo quoi. Deuxième chose pour sublimer cette œuvre, pourquoi est-ce qu'ils y sont arrivés, c'est qu'ils se sont concentrés sur quelques personnages. Des Spider-Man, vous allez en voir des dizaines, voire des centaines en arrière-plan. Mais finalement, je dirais qu'il y a moins de personnages dans ce Spider-Man que dans celui d'avant. Parce qu'en fait, on se focus sur un petit groupe vraiment restreint. On reste bien sûr focus sur Miles. Ses parents ont une importance beaucoup plus importante. La parentalité, enfin vraiment, les parents, c'est presque des personnages principaux, quoi. Vraiment, ils sont très développés et on a travaillé cette relation qui était un petit peu qui était quand même vue dans le premier, mais là qui est poussée encore plus loin, parce que forcément, il y a énormément de choses à dire entre les relations intergénérationnelles.
L'autre personnage qui est travaillé, c'est Gwen Stacy, qui était un peu superficielle, on comprenait un petit peu ses enjeux. Bah là, vous allez vraiment... Enfin, Gwen, c'est un des personnages principaux. On a sa backstory, on comprend son histoire, on a sa relation avec son père, le capitaine Stacy. C'est ultra bien travaillé, ça permet de s'accrocher, on développe, on pousse les choses. On fait pas 15 000 personnages de manière superficielle, non, on les approfondit vraiment. Et vraiment, ces 4 personnages, pour moi, c'est les personnages principaux de ce Spider-Man, et c'est ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, au lieu de faire beaucoup plus de persos, alors il y en a beaucoup plus, mais des persos travaillés et approfondis, en fait il n'y en a que 4. Encore une fois, il y a Miles, Gwen et ses parents. Tout tourne autour de ça. On aura des personnages secondaires. Si vous avez aimé le Peter Parker un petit peu, on va dire, un petit peu flemmard, un petit peu je m'en foutiste, un peu en désillusion, un petit peu désabusé, vous allez le retrouver. Il est génial, il est fantastique d'ailleurs, puisqu'il vient d'avoir une fille et tout, enfin c'est génial. On va retrouver aussi Miguel O'Hara, qui est donc le Spider-Man 2099, qui est aussi intéressant parce qu'il a une dualité aussi, une espèce de zone grise comme ça. Il a une petite backstory qui est faite en filigrane, mais qui est très intéressante aussi. Mais c'est pas les focus principaux, c'est pas ça. C'est l'histoire de Miles et de Gwen. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. On a aussi une gestion du multiverse qui est beaucoup mieux travaillée que dans No Way Home, par exemple, ou dans No Way Home, que j'ai beaucoup aimé pour le côté nostalgie, comme on l'avait dit dans la vidéo. Là, non, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a un travail, je vous ai dit, sur les univers, mais même sur les personnages. Et puis là, comme Miles traverse différents univers, un peu comme dans Doctor Strange, c'est super intéressant de voir un peu ces différentes visions. Donc là aussi, le multivers est super bien traité. Et au niveau de l'histoire aussi, ce deuxième épisode, pour sublimer le premier, et ben en fait, il ne cache pas le premier, il s'insère avec le premier. Il y a certains événements du premier que vous pouvez voir différemment après avoir vu le 2. C'est quelque chose qu'on peut ressentir dans des œuvres, par exemple, comme Resident Evil 7 et 8, où il y a une connexion qui fait que quand on rejoue au 7, on trouve que c'est un peu bizarre. On a ça également dans les Metal Gear. On peut avoir ce procédé aussi au cinéma. Là, j'ai vu récemment le film Coupé, qui est de Michel Hazanavicius, voilà, j'ai toujours du mal à dire son nom, qui justement est en 2 parties, et quand on revoit la première partie, ben, on comprend mieux les choses. Donc ça, j'aime beaucoup. Ça crée une cohérence, ça solidifie, ça cimente vraiment le récit, et ça nous implique forcément d'autant plus. Donc, comment sublimer une œuvre culte? Vraiment, en voyant tout ça, j'ai une espèce de ressenti qui arrive, c'est qu'on n'est pas sur un film qui fait plus avec Across the Spider-Verse. On va pas beaucoup plus loin, en fait, dans les thématiques qu'on veut évoluer, c'est juste on les approfondit. On fait pas du plus, on fait du mieux. On reprend des éléments qu'on a aimés, on les retravaille, on les approfondit, on les améliore, parce que des histoires de Spider-Man, on peut en faire des dizaines et des dizaines. Les comics sont un vrai vivier d'histoires. Ça sert à rien de multiplier les personnages pour ne rien raconter. Et je pense que c'est ça. Pareil, je pense que ces nouveaux réalisateurs, qui n'ont pas fait le premier, enfin qui n'étaient pas les têtes pensantes, eh ben, sont aussi amoureux. Ça se sent dans l'amour qu'ils mettent, dans la créativité, dans les personnages, dans les références. Les références, elles sont géniales, et ce qui est trop bien, c'est qu'elles sont pas appuyées, et ça tourne pas autour de la nostalgie ou des références. Miles construit son histoire, Gwen aussi, on n'a pas besoin du reste, mais voilà. Vous allez dire, ah tiens, ça me rappelle telle chose, ça me rappelle telle chose. Vous allez être très surpris sur certains easter eggs, et vous allez en louper des dizaines, hein. Ça c'est clair. Vous allez en louper des dizaines, moi il y en a certains que j'ai vus après film, après coup, je me suis dit, mais c'est qui ça? En cherchant un petit peu, j'ai compris, ah c'est un clin d'œil à tel film. Mais c'est pas grave en fait, ça sert juste à montrer la multitude qui existe là-dedans, et asseoir le récit et à crédibiliser un petit peu ce multivers qui sur le papier quand même est un concept un peu casse-gueule, quoi. Voilà, il y a plein de Spider-Man mélangés, ouais super quoi. Mais non, mais en fait quand c'est bien fait, quand il y a une attache émotionnelle, ça fonctionne. Donc après, les easter eggs c'est juste du décorum, et c'est pas gênant, mais ça marche bien, encore une fois. Donc Spider-Man Across the Spider-Verse s'en sort parce qu'il ne fait pas du plus, il fait du mieux, voilà. Ensuite, il y a la suite qui va arriver en 2024, je peux vous dire que ça risque d'envoyer du pâté. Vraiment, on a l'impression que là on a posé les enjeux, on a posé un petit peu on a exposé un petit peu les choses, on a bien expliqué le multivers, et je pense que là on va se lâcher, ça va être encore plus fou. Si on a de la liberté créative comme ça va être fou. En plus, le film, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas eu un budget, enfin dans le 2, le premier a fait 90 millions de budget, il y avait 90 millions de budget, pardon, le deuxième 100 millions, c'est que 10 millions de plus, et pourtant avec de la créativité et tout, ils ont pu aller tellement loin. Donc là pour la suite, s'ils veulent un truc explosif, ça peut aller très loin s'ils gardent ce niveau de qualité, d'exigence, graphique, visuel, sonore aussi, émotive, et beaucoup d'amour. Enfin, moi, je vais y aller les yeux fermés. En tout cas, en tant que gros film de pop culture,
il y a des chances que j'ai mon film de l'année, là. Voilà. J'ai déjà mon jeu de l'année, hein, vous savez ce que c'est. Et là, j'ai mon film de l'année. D'ailleurs, c'est un peu rigolo, de petite analogie qu'on peut faire entre Tears of the Kingdom et celui-ci, c'est que cette philosophie de faire du mieux et pas du plus, j'ai l'impression que je la retrouve aussi. C'est-à-dire Breath of the Wild a posé un univers, Tears of the Kingdom le reprend et le pousse plus loin. Et là, j'ai l'impression qu'on a la même chose. Et c'est ouf, quoi. C'est ouf, c'est ouf. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Spider-Man Across the Generation. Oh là là, j'ai du mal, mais ouais, parce qu'avec tous les titres français anglais mélangés, Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est fou. J'attends vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je suis vraiment curieux de voir un petit peu tout ça. Et puis on se retrouve bientôt pour arpenter de nouveau les terres d'Hyrule. Ciao, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas qu'il y a un seul et unique Spider-Man.